Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà que d'ordinaire, lorsque j'ai à parler à des gens qui ne parlent pas, qui m'écoutent, j'éprouve intensément l'asymétrie de la situation. Je l'éprouve violemment. Mais là, je vais être amené à faire ça, dont je ne suis pas fier, parce que vous ne le faites pas. Mais voilà, il faut que ça ait un sens, et que le sens, c'est peut-être de pouvoir vous dire face à face combien vous m'avez manqué, combien cette situation-là m'a manqué, et comment, au fond, aller au théâtre, y retourner, y revenir ensemble, c'est éprouver collectivement, qu'on soit masqué ou pas, cette émotion en partage que nous y sommes. Et qu'au fond, après avoir différé la rencontre, pour ma part, je devais venir à Rennes la veille du confinement avec Mathieu Pot-Bonneville parler des masques, figurez-vous. On reviendra, je l'espère, avec Mathieu Pot-Bonneville parler des masques. C'était d'autres masques, les masques de Lévi-Strauss, en décembre. Et donc ça a été différé. Et lorsque on diffère les choses d'une certaine manière, lorsqu'on y est, et nous y sommes, peu importe au fond ce qui va se dire, car le plus important, peut-être, est déjà advenu, nous y sommes. Et puis non, ce qui va se dire importe aussi, puisque au fond, on ne peut pas se contenter, je l'ai dit, de ce partage des rôles entre ceux qui ôtent les masques pour parler et ceux qui les gardent pour écouter, qu'il faut bien lire, relire ce qui nous lie et se relier à ce à quoi nous avons été séparés, disloqués, comment, d'une certaine manière, nous avons pu vivre ensemble séparément. Et pour ma part, au fond, d'abord, je voudrais dire quelque chose de très simple avant de commencer vraiment, c'est que si évidemment le théâtre a manqué, il n'a pas manqué à ses devoirs, et je veux dire ici combien j'ai trouvé extraordinaire du point de vue de cette puissance de relire et de relier que le TNB s'engage dans cette lecture collective de l'histoire mondiale de la France, qui pour moi a été un plaisir et un honneur, une aventure collective qui, d'une certaine manière, rendait compte de notre condition. Lire, relier, se relier aux autres en se relisant soi-même, c'est ce que j'ai tenté de faire, parce qu'au fond, voilà la 4e saison qui commence pour moi. C'est la 4e fois que je me plante là, au début de la saison, pour faire une sorte de chose qui dit simplement, voilà, nous y sommes. La première fois, j'ai relu ça, et d'ailleurs vous avez les titres sur ce qu'on appelle bien improprement la Bible, le livret de salle, on va dire, plus modestement. La première fois, c'était en 2017, c'était en annonce de Jules César, et j'avais intitulé ma causerie « Tous les chemins ne mènent pas à Rome ». C'était une manière de prendre le parti de la divagation en invitant à suivre les chemins qui ne menaient pas à Rome. Et j'ai relu cette première intervention. Ce qui m'a frappé, on était à quelques semaines de l'élection américaine de Trump, c'est que je suis tombé sur une idée qui m'a déjà frappé, c'est qu'à l'époque, ce que j'avais tenté de comprendre de la pièce qui s'annonçait, le Jules César de Shakespeare, mis en scène par Arthur Nosiciel, c'était le début de la saison ici au TNB, c'est « Sommes-nous condamnés à vivre séparés ?» C'était la question. C'est toujours la question. Ce qui s'annonce est le titre de la question que je poserai aujourd'hui. Donc la première fois, en 2017, il était question de divagation. La deuxième fois, en 2018, il était question d'inspiration. Il s'agissait d'introduire, là encore, ou de précéder, plus simplement, plus modestement,
La Dame aux camélias, et ça s'appelait « Esprit de l'histoire, es-tu là ?» Et je glosais une phrase de Michelet, « Chaque époque rêve la suivante ». Et vous allez voir que dans ce que je vais vous proposer ce soir, il est aussi question de rêve, parce que chaque époque rêve la suivante. C'est la phrase, la citation que l'on prête à Michelet, que Walter Benjamin lui prête, mais lorsque on va aux sources, au texte original, celui d'une note de Michelet en 1842, voilà ce qu'on lit. « Chaque époque, probablement, rêve ainsi aux époques suivantes. Nos pères des premiers âges du monde nous ont rêvé, et sans doute avec sympathie, rêvons, aimons d'avance ceux qui vont venir, et puissent ces vies qui viennent nous consoler de la nôtre. » Et je vais essayer de faire droit à ça, c'est-à-dire rêver les vies de ceux qui viennent. Divagation, inspiration. La troisième portait sur l'effraction de l'événement du grand incendie de Notre-Dame. C'était le titre de la causerie de 2019, et elle précédait une pièce de Pascal Rambert, Architecture, où des personnages sont embarqués, ils voguent vers la catastrophe, ils la voient venir de loin, ils ne cessent de la dire bruyamment, ils la disent sur tous les tons, ils l'annoncent, ils l'énoncent, mais ça n'empêche pas la catastrophe d'arriver. C'est comme une sorte de catastrophe au ralenti, c'est comme dans ces rêves, vous savez, où la maison brûle et on sait qu'il faut sortir de la maison, mais qu'on a mieux à faire, qu'on allume la télé, qu'on se rend compte qu'on n'a pas de pantalon, qu'on essaye de marcher mais on n'a plus de jambes, ou elles ne nous obéissent pas. Voilà. Ce rêve atroce de langueur. Je remarque d'ailleurs que cette année-là, l'année dernière, aurait dû se dérouler pour moi, pour nous, de Rambert à Rambert, d'architecture à mes frères. Et voilà, mes frères a été différé. Moi-même, je l'ai vu avant-hier à la Colline. Vous la verrez peut-être dans quelques semaines ici. Et puis, on parle d'un autre spectacle de Pascal Rambert qui va commencer bientôt, dans 45 minutes, de l'annonce. Et c'est pour ça que je vais vous faire voir, moi aussi, 3 annonciations. Mais pas tout de suite. Je voudrais d'abord essayer de faire entendre, de faire résonner ce que ça veut dire, ce qui s'annonce bruyamment, le coup que ça fait quand une effraction, une divagation, une inspiration s'annonce. C'est de cela dont je voudrais vous parler ce soir, du coup que l'on donne, du coup que l'on reçoit, du coup. Vous avez remarqué, c'est comme une épidémie. Tout le monde dit du coup. Je ne sais pas, c'est peut-être d'avoir été confiné trop longtemps avec des adolescents, mais on a chopé cette habitude coupable, nous dit l'Académie française, qui, dans un arrêt, je ne sais pas si on dit comme ça pour un décret de l'Académie, mais il s'agit bien d'arrêter le cours de la langue, dans un arrêt du 6 novembre 2014, les immortels, ceux qui veulent nous obliger à dire la Covid-19, trop contents sans doute de dire que la catastrophe et la maladie sont du genre féminin, les immortels donc disent que du coup est une locution adverbiale qui peut s'employer au sens propre, un point le frappa et il tomba assommé du coup, ce qui induit l'idée d'une cause agissant avec l'idée d'un enchaînement d'événements proches de aussitôt, un pneu a éclaté et du coup la voiture a dérapé. Ça, c'est correct. Mais en revanche, dire du coup plutôt que de fait, c'est pas correct. Ce qui m'intéresse, c'est l'exemple que choisit l'Académie française pour nous faire cet avertissement. Intéressant sur le plan psychanalytique. On ne dit pas, dit l'Académie, il a échoué à l'examen, du coup,
il a dû le repasser l'année suivante. On dit, il a échoué à l'examen, de ce fait, il a dû le repasser l'année suivante. D'accord, mais pourquoi pas l'inverse? Pourquoi le premier exemple qui leur vient n'est pas « il a réussi » ou mieux « elle a réussi » à l'examen, de ce fait, elle a été boire des coups avec ses amis. Ou aujourd'hui, ou encore, il a réussi son bac, du coup, rien du tout, parce que c'était l'année du Covid. Voilà ce qui peut nous mettre en colère, cette insistance face à la jeunesse, sur l'échec, sur la tricherie, sur le redoublement. C'est là où nous sommes. Nous devons réfléchir sur le coût que nous prime, sur les coûts à prendre, à rendre, quoi qu'il en coûte, a-t-on entendu. Mais dans ce cas, ce n'est pas le même coût. Et puis, il y a d'autres coûts, ceux qu'on écrase, le « je ne peux plus respirer » qui vient du monde entier. Ça, ce sont ce que j'appelle les à-coups de la langue, qui viennent cogner à nos tempes. Et effectivement, lorsque s'annoncent les temps mauvais, il est temps de se demander ce qui s'est passé et surtout comment le nommer. Nous ne savons pas comment se dira le temps qui vient, et pour cela, il faut travailler sur les effets de la dénomination, de la qualification, de la déqualification. Et il me semble que les théâtres sont les lieux d'adresse de la dénomination, de la qualification, de la déqualification. Que le théâtre est au fond le lieu du sens de cette dénomination, et que ça peut être le lieu, par exemple, où on dit, voilà ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui, il y a une génération Covid, comme il y a eu une génération Bataclan, ne se peut entendre, parce qu'on ne peut consentir à une disqualification aussi dégradante, parce que qui accepterait de se laisser désigner par les noms de la mort qui rôdent? Et dès lors, effectivement, il me semble que la question de la jeunesse, de ce qui s'annonce pour la jeunesse, est le plus cinglant des démentis que l'on doit effectivement opposer à ces à-coups de la langue. Comment dire le temps qui vient? Le temps viendra où celui que nous vivons trouvera à se dire. C'est idiot de dire ça. Le temps ne se désigne pas lui-même. Quelqu'un, à un moment donné, le dit, et le disant, le découpe, et le découpant, le poétise. Ça ne peut pas être des historiens, des historiennes qui font ça. On nous demande ça tout le temps. On nous dit, alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous nommez ce qui est en train, ce qui s'annonce, ce qui vient, là où nous sommes. Et on oscille sans cesse entre deux écueils. Le premier, on le voit bien, c'est de dire tout va revenir à la normale. Le deuxième, c'est de dire non, le monde va s'abîmer définitivement. C'est très difficile d'essayer de comprendre qu'entre les deux, il y a justement le territoire de l'historien. C'est que ce qui s'annonce, c'est une période. C'est un certain temps qui durera trop longtemps sans doute, mais un certain temps. Et que, en temps de paix, nous avons été très peu habitués à comprendre que nos vies étaient gouvernées pendant un certain temps par une période, par un moment, sans doute assez long, inévitablement trop long, que nous ne savons même pas nommer. Je l'ai dit, ce n'est pas aux historiennes et aux historiens de dire ce qui s'annonce, mais à un moment, ils constatent qu'un nom a été donné au temps. Le 14 avril 2020, sur le blog du Fonds monétaire international, un chrononyme a fait son apparition, fantomatique, comme toutes les apparitions. On le doit à Gita Gopinath, qui est professeur
indo-américaine à Harvard, qui est une femme, qui est directrice du département de la recherche du FMI, qui est la première chef économiste de l'histoire de cette institution. Et le fait, sans doute, n'est pas sans importance, si l'on veut bien admettre que l'épidémie accueillit le monde, un monde que la révolution des femmes était en train de reformuler en profondeur. C'était donc une femme, le 14 avril 2020, dont on peut dire le nom, Geeta Gopinath, qui a brisqué le premier chrononyme, The Great Lockdown, le grand confinement, pour dire effectivement, non pas l'épidémie, mais la réponse qu'on lui avait apportée, et avec cette force de frappe dont dispose la langue anglaise dès lors qu'il s'agit de construire des évidences, c'est-à-dire de faire croire que quelque chose existe déjà au moment où il s'énonce, au moment où ça s'annonce, au moment où on l'impose. Il faudrait, au fond, la subtilité de Louis Marin pour comprendre que cette force de frappe, c'est exactement comme quand on dit, par exemple, qu'un roi frappe monnaie. Je parle du FMI, frappe monnaie. On frappe monnaie comme on frappe d'évidence, comme on frappe les esprits. Sauf que, évidemment, en français, Great Lockdown se dit grand confinement, et que le chrononyme débutant regarde, si on le dit en français, vers une autre histoire, qui découpe différemment le temps, ou plus précisément, qui le politise d'une autre manière, en un ciel vraisemblablement plus chargé encore de ces nuées du théologico-politique, parce que si je dis grand confinement, inévitablement me revient à l'esprit le grand renfermement par lequel Michel Foucault pensait la manière dont l'ordre de la raison au XVIIe siècle, dans son histoire de la folie à l'âge classique, l'ordre de la raison, en enfermant les exclus, avait finalement capturé l'extérieur. C'est ça qui est prodigieux dans ce livre, Histoire de la folie à l'âge classique, c'est qui montre que comment, finalement, en enfermant les exclus, eh bien, on capture tout ce qui est inclus, l'extérieur. Et cette liberté imaginaire de la folie qui la faisait foisonner encore dans le ciel de la Renaissance, eh bien, elle est désormais internée, soumise, je le cite, aux règles de la morale et à leur nuit monotone. Alors oui, le temps viendra où l'on trouvera les mots pour le dire. Ceux qui nous accompagnent aujourd'hui sont incertains, sont lointains. Depuis un passé ancien, ils viennent à notre rencontre, puisque nous parlons de rencontrer l'histoire. Mais ils ne parlent pas très haut, ils ne parlent pas très fort. Ce qui s'énonce ne s'annonce pas bruyamment. Ils ne disent rien de définitif. Ils attendent le moment de laisser place à l'écriture, puisque Maria Zambrano nous a appris qu'on écrit pour regagner du terrain sur la déroute continuelle d'avoir trop longuement parlé. Et quitte à le dire en langue anglaise, autant se souvenir de celle de Shakespeare, autant où avec le roi Lear, la folie se débattait en plein jour. The weight of this sad time we must obey. Au poids de ce sombre temps, il nous faut nous soumettre, dire ce que nous sentons, non ce que nous devrions dire. Voilà, au fond, ce que peuvent dire les historiens quand on les presse de proclamer ce qui s'annonce, quand eux ne voient rien venir. Voir venir. C'est le titre justement du beau livre de Mathieu Pot Bonneville et Marie Connet qui tentaient de décrire effectivement le monde qui vient, le monde qui risque au fond de s'annoncer. Alors j'ai dit que je voulais parler du rêve, car justement s'ouvre avec Shakespeare cette porte du rêve
qui est précisément celle dont je voudrais vous faire voir quelques éléments dans les Annonciations. Cette idée très simple, très médiévale, qu'au fond, ce qui s'annonce se rêve peut-être quelque part. C'est intéressant comment, au fond, des historiens, je pense à Hervé Mazurel, des sociologues, je pense à Bernard Lahire, ont tout de suite, pendant le confinement, eu cette idée de rassembler les rêves, et en particulier de rassembler les rêves des enfants. Vous savez, c'est au fond, on a été prévenu, et prévenu notamment par un livre majeur, qui est le livre de Charlotte Bérard, Rêver sous le Troisième Reich, qui avait, pendant le Troisième Reich, effectivement rassemblé les récits de rêves de ceux qui dormaient et de ceux qui, dormant, et faisaient mentir cette phrase du directeur du front allemand du travail et dirigeant du parti nazi pendant le Troisième Reich, Robert Ley, qui décrivait ainsi l'emprise totalitaire. La seule personne en Allemagne qui a encore une vie privée est celle qui dort. La seule personne en Allemagne qui a encore une vie privée est celle qui dort, disait le nazi. Mais ce n'est pas vrai, évidemment, car les fractions, car la divagation, car l'inspiration fait que la première chose dont rêvaient justement les femmes et les hommes sous le Troisième Reich, c'est qu'il n'y avait plus de murs, c'est qu'ils étaient nus, c'est que l'extérieur était capturé, c'est qu'ils n'étaient pas chez eux, même lorsqu'ils dormaient. Et cette idée-là, collecter les rêves, et en particulier collecter les rêves des enfants, je trouve ça assez beau qu'au fond, beaucoup de chercheuses et de chercheurs aient spontanément pensé à cela pour, au fond, décrire ce que serait une époque qui rêve la suivante. Chaque époque rêve la suivante. Alors, moi j'ai fait une expérience très, très pauvre sur le plan sociologique, très peu représentative, avec deux petites filles que j'avais sous la main, une de 10 ans, une de 13 ans. Celle de 13 ans m'a posé une question à un historien, m'a posé la question, mais c'était quand la première fois qu'on s'est confiné ainsi ? Et l'enfance, le philosophe Michael Fossel le dit très bien, l'enfance, c'est au fond une phénoménologie de la première fois. La puissance critique de l'enfance, c'est que finalement, elle réarme sans cesse la question de la première fois. C'était quand la première fois ? C'est la première fois. À cette échelle-là, avec ce rayon de courbure-là, cette ampleur-là, cette répétition-là, c'est la première fois. Comment on s'en sort de cette idée-là ? Comment on peut effectivement être durablement privé de la consolation des précédents ? Une autre petite fille, celle de 10 ans, me racontait son rêve. Et je voudrais le dire ici, parce qu'il dit peut-être ce qui s'annonce. Enfin, en tout cas, si on vivait au Moyen-Âge, on serait persuadé, le rêve étant effectivement la porte de l'avenir, le rêve entr'ouvrant une brèche vers ce qui va advenir, on serait persuadé que le rêve d'un enfant dit quelque chose politiquement de ce qui s'annonce. Alors, une petite fille de 10 ans raconte ce que pourrait être le monde d'après, puisqu'elle était, par le songe, transportée à la rentrée prochaine. Elle racontait ça l'été dernier. Mais le problème, c'est que cet après ressemblait furieusement à l'avant. C'était la rentrée, les élèves étaient répartis dans les mêmes classes que l'année précédente, sans même avoir changé de niveau.
Du coup, ça nous énervait un peu, je cite. Alors on a commencé à jouer et à se disputer. Les surveillants nous ont demandé de nous taire, alors on a vu un mammouth, grand comme un immeuble, qui avançait vers nous. On comprendra plus tard que ce mammouth n'était qu'un pantin mécanique, destiné à faire peur aux enfants et à les faire taire, donc pour qu'ils aillent se cacher. Je vous passe la fin du rêve. La petite fille s'engouffre dans le métro, voit un youtubeur célèbre qui trébuche, qui est au bord de tomber sur la voie, mais s'accroche à la moustache d'un voyageur non masqué, qui se transforme immédiatement en moustache de chat. Enfin bon, tout ça, je dirais que c'est la routine onirique, c'est-à-dire une sorte de transformation. Mais dans ces métamorphoses, dans ces machineries, se dit bien un temps proprement shakespearien, le nôtre aujourd'hui, celui qui déborde, celui qu'il est impossible de discipliner, celui qui est hors de ses gonds, et une fois dégondé, une porte, au fond, ne peut être ni ouverte ni fermée. Plus de plis, ni d'avant ni d'après, seulement un bâillement où se faufilent les monstres. Et le monstre, le mammouth, c'est vraiment un monstre bien archaïque, venu du fond des âges, pour nous faire peur, pour nous ramener chez nous. Et évidemment que ce ne sont que des simulacres, mais comme on n'a pas le cœur à rire, on est au bord, au fond, de trébucher sur cette évidence atroce. Le monde d'après risque d'être terriblement répétitif, comme de longues vacances sans été, interminablement ennuyeuses, et d'une certaine manière, le rêve de la petite fille ne dément pas complètement la prophétie de Michel Houellebecq. Ce n'est pas agréable de dire qu'il a raison, ça prouve que l'heure est grave. Mais il a dit, au fond, ce qu'on vit là est à la fois terrifiant et terriblement ennuyeux. C'est ça. On ne saurait mieux dire. La difficulté, effectivement, c'est que entre l'histoire et la prophétie, le rapport est plus ténu qu'on le pense, mais que les historiens ne peuvent rien dire d'autre que ça, et aussi peut-être se mettre devant les images. Voilà pourquoi, pour terminer, je voudrais vous faire voir 3 annonciations. Après tout, c'est une manière d'annoncer ce qui vient, les 3 annonciations de Pascal Rambert. La première, c'est celle de Fra Angelico, on peut peut-être la voir. Fra Angelico, 1433, le retable de Cortone. On voit d'abord ce que c'est qu'une image médiévale. Les images sont ces choses qui doivent représenter un monde qui déborde, qui doivent ouvrir une fenêtre. C'est cela une icône, rien d'autre que cela. Une fenêtre, une embrasure, une porte ouverte vers la poursuite de l'invisible. Et il est une image dans la tradition iconographique qui, par définition, représente ce que c'est que ce qui s'annonce, c'est l'annonciation. C'est-à-dire précisément le passage d'une idée, d'une grandeur, d'une puissance dans un intérieur, la manière effectivement dont l'extérieur s'en trouve capturé. Il y a évidemment un grand historien de tout ça, c'est Daniel Arras, qui a écrit une magnifique histoire de l'Annonciation italienne. Vous savez qu'il a perdu sa thèse. C'était horrible. Daniel Arras, en fait, il avait fait une thèse, il avait presque fini sur Bernardin de Sienne, et puis il était en Italie, il l'avait laissé assez sottement dans le coffre de sa bagnole, il s'est fait voler sa bagnole. C'était un temps où on n'avait pas de cloud, donc il l'a perdu. Et à la toute fin de sa vie, au moment où il racontait ses histoires de peinture à la radio, ce qui fait un livre
disque magnifique, Histoire de peinture, il a raconté l'histoire de la lettre volée. Oui, comme la lettre volée, comme Edgar Poe. Sa thèse volée est la lettre volée, puisque, évidemment, il voulait faire une thèse sur Bernard d'Ancienne, donc il l'a arrêté. C'est trop déprimant de recommencer à zéro, donc il a fait autre chose de sa vie, ce qui était très bien d'ailleurs. Il a changé de patron de thèse, il est passé de Chastel à Louis Marin, donc c'était très bien, en fait. Mais en fait, il a gardé une seule chose de sa thèse perdue, c'est une citation du prédicateur de Sienne, Bernardin de Sienne, qui dit ce moment-là, qui dit l'Annonciation. Lorsque le Christ s'est fait chair, l'éternité a basculé dans le temps, l'immensité dans le commensurable, le Créateur dans la création, Dieu a pénétré en l'homme, la vie dans la mort, l'infigurable dans la figure, l'inérarable dans le discours, l'inexplicable dans le verbe, l'utopie dans le lieu, l'invisible dans le visible, l'inaudible dans le son, l'impalpable dans le tangible. Et ça continue, c'est oxymorique comme ça. Extraordinaire puissance narrative de Bernardin de Sienne, la seule chose qui reste de la thèse volée de Daniel Arras. L'annonciation et la figuration oxymorique du non figurable. Il faut, pour le peintre, qu'il parvienne à trouver un moyen de figurer ce qui dépasse, ce qui déborde, ce qui excède toute possibilité de figuration. Il faut être là au moment où ça a lieu, où ça trouve son lieu, où, au fond, l'incommensurable ou l'immensité se loge dans la fragilité, la simplicité, la clôture du corps de femme. Comment faire voir ce moment où l'infigurable entre dans la figure? Eh bien, à force de travail, on produit des images malgré tout. Il n'y a pas d'innommable, il n'y a que la difficulté à nommer. Et quand les poètes ont du mal à nommer, ils bricolent, ils inventent, ils innovent. Dante, dans le paradis, plus il approche effectivement du divin, plus il fait crépiter les néologismes dans sa langue. Il invente une langue. Par exemple, à la fin, vers 138 du chant 33 du paradis, où l'image de Dieu doit se trouver, l'imago al cerchio e come vi s'indova. Il invente un mot, indovarsi, avec in, ça va in dans le dove, ça va dans le où. Alors on peut dire, ça se loge dans, ça prend lieu, mais ça va dans le où, in dove. Ce qui fait que Jacqueline Risset traduit magnifiquement ça inoué, inoué. Ça prend lieu et ça prend du neuf. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, et pour ça, on n'a que les moyens de la peinture. Et d'ailleurs, cette grande péroraison oxymorique de Bernardin de Sienne, je l'ai arrêté à un moment abstrait, la vie dans la mort, l'infigurable dans la figure, l'inérarable dans le discours, l'inexplicable dans le verbe, l'utopie dans le lieu, l'invisible dans le visible, l'inaudible dans le son, l'impalpable dans le tangible. Mais si je continue, ça devient plus concret. L'artisan entre dans son œuvre, la longueur dans la brièveté, la largeur dans l'étroitesse, la hauteur dans la bassesse, la noblesse dans l'ignominie, la gloire dans la confusion. Donc, Fra Angelico, il doit trouver des moyens pour rendre ça visible. Première chose à faire, effectivement, aller là où ça se passe, indovarsi, s'inouer, où l'Annonciation. Forcément, dans ce lieu de l'entre-deux, dans cet entrebâillement qu'est la loggia, et voilà l'ange qui vient faire littéralement effraction, un moment. La Vierge est comme ça, c'est le moment où c'est le premier, c'est la surprise, c'est le début
il y a 5 gestes angéliques qui décrivent la gamme des émotions. Elle est surprise, elle s'étonne, elle s'indigne, elle refuse, elle accepte. Et à chaque fois, il y a une gestuelle qui décrit, au fond, la gamme de ces émotions. Et évidemment, dans ce lieu aristocratique par excellence, qu'est la loggia, eh bien, on comprend comment de l'incommensurable peut se loger dans du commensurable. Comment le divin infini peut trouver son lieu dans le corps d'une femme. Et évidemment, tout ça passe par ce qui s'énonce, parce que, comme le dit Daniel Arras, l'annonciation est aussi une énonciation. Il y a un verbe angélique qui descend vers la Vierge et elle répond. Alors si on regarde l'image suivante, on va voir d'un peu plus près, on va zoomer sur cette salutation angélique. Là, les paroles de l'ange, les paroles de l'archange sont écrites en lettres d'or et c'est ainsi en haut, Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus altissimi obumbrabit tibi, l'Esprit Saint descendra sur toi. Ça, c'est la première membre de phrase, et puis ensuite séparé par la colonne, et virtus altissimi, et ta vertu, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. Étrangement, la réponse de la Vierge est écrite de droite à gauche et ne peut se lire que si on est en haut. Évidemment, parce qu'elle ne s'adresse pas à nous, elle s'adresse à Dieu qui regarde. Donc, ce qui s'annonce, s'énonce, mais la réponse à l'annonce nous est illisible. Et ce d'autant plus que ce qui est ici dit, c'est-à-dire l'acceptation de la Vierge, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ton verbe, eh bien, est proprement, cette fois-ci, englobé par la colonne. On lit Ecce ancilla Domini, on lit Verbum tuum, manque le fiat mi secundum qui est englobé dans la colonne. Donc, dans un cas, la colonne sépare les lettres, dans l'autre cas, elle les englobe. C'est dire avec suffisamment de force et avec la force de la peinture que cette annonciation, eh bien justement, elle permet au peintre de donner toute la force. Fra Angelico est évidemment un religieux, donc il n'ignore rien de cette théologie de la représentation qui se joue là, toute la force de cette scène-là. Ça, c'est effectivement l'image médiévale. On est en 1433. Si on se reporte 150 ans plus tard, c'est l'autre image. Là, on est à San Rocco avec le Tintoret en 1583 et on voit que c'est pas tout à fait la même ambiance. C'est-à-dire que quand l'ange arrive dans la chambre, d'ailleurs assez mal rangée, de la Vierge, eh bien, lorsque Gabriel pénètre dans la chambre de la Vierge, eh bien, voyez le désordre. On est dans, justement, c'est la modernité même, c'est Gabriel fait effraction dans une masure en ruine, il est accompagné de sa bande angélique qui vient, alors là, heurter, violer la Vierge, surprise, bousculée, déchirée. Le ciel s'est déchiré chez Tintoret. On sait comment Jean-Paul Sartre a admiré ces anges aux pieds sales, cette pauvreté qui déchirait
le cœur et le ciel de la peinture vénitienne, comment il a à plusieurs reprises, et dans des textes magnifiques et inachevés, et magnifiquement inachevés, décrit ce séquestré de Venise qui précisément définissait, opposant d'ailleurs l'artiste engagé qu'était le Tintoret à l'artiste gagé qu'était le Titien. Et au fond, on peut se dire, ben voilà, entre la forme de l'Annonciation si puissamment architecturée, si savante, si maîtrisée de Fra Angelico en 1433, et cette effraction brutale, cette giclée angélique qui vient violer la Vierge, cette rudesse de la modernité, 150 ans ont passé, et que nous sommes là, nous en sommes là, ce qui s'annonce par effraction ne peut effectivement ressembler qu'à ça. Alors, si j'étais historien de l'art, j'aurais effectivement mis les images dans l'ordre chronologique et j'aurais mis effectivement Fra Angelico, Antonello de Messine et puis le Tintoret. Je n'ai pas fait comme ça et je voudrais terminer sur l'entretemps, sur l'entre-deux, sur la dernière, sur celle-là, sur Antonello de Messine. Là, on est précisément entre 1476 et enfin entre 1474 et 1476, 40 ans à passer depuis Fra Angelico, et je ne dis pas qu'on est plus proche de celle-là, mais je voulais m'arrêter sur celle-là, précisément pour arracher Antonello de Messine à cette histoire de l'art qui range bien sagement les œuvres par ordre d'apparition. Et là, effectivement, il y a bien des raisons de le faire, et c'est lui qui invente la peinture à l'huile, enfin en tout cas en Italie, qui la ramène des Flandres. Bon, voilà. Ce qui est sidérant dans cette image, c'est que ce n'est plus une annonciation, c'est ce qu'il appelle l'annunziata. C'est-à-dire, il n'y a plus rien d'autre que le visage voilé, mais non masqué, d'une femme à qui l'on annonce ce qui va arriver. Elle est l'annoncée. Les gestes de Marie, je vous l'ai dit, étaient au départ ordonnés par une tradition figurative qui en fixait les étapes. Il y en avait 5, telles que les prédicateurs savaient les décrire et telles que les peintres les représentaient. Chacun de ces états spirituels s'exprimait par un geste. Et si vous regardez par exemple le « Je vous salue Marie » de Jean-Luc Godard, il transpose Marie dans une salle de bain et Gabriel dans un avion qui passe, mais il respecte scrupuleusement ces 5 états. Or ici, Antonello de Messine, déjà en 1474, était lassé de ces recettes. Il nous a mis face à l'annoncé, à la place de l'ange Gabriel. Nous sommes, vous êtes, celui qui lui annonce. Elle nous regarde. Elle est face à l'ange Gabriel. Devant elle, un livre ouvert qu'elle couvre et accueille de sa main. Le Verbe ne s'est pas encore fait chair, comme dans Fra Angelico, passant par la colonne, qui est évidemment le symbole du Christ. Il s'est fait l'être.
le Verbe s'est fait l'être. Il passe au filtre du livre. Lire, relier, relire, lier. Nous voilà au bord de la représentation du monde moderne entre Fra Angelico et le Tintoret. Antonello de Messine représente en un seul visage tous les états possibles. C'est comme si passaient sur son visage les saisons de son chagrin, de son trouble, de sa réflexion, de son interrogation, de sa soumission, de son mérite, comme si elle comprenait en même temps la naissance et le deuil dont Freud disait qu'il est l'ombre de l'objet ainsi tombé sur le moi. C'est à ce moment-là, on ne comprend plus, on n'a pas un œil médiéval. L'œil médiéval sait par exemple que le bleu est la figure du deuil, et que si la Vierge à ce moment-là a un voile bleu, c'est qu'elle a un voile de deuil, c'est qu'elle sait ce qui s'annonce. Ce qui s'annonce n'est pas simplement la naissance de son fils, mais sa mort. Et elle porte déjà le deuil d'un fils au moment même où on lui annonce sa naissance. Ce qui s'annonce, nul ne le sait. Le temps qui vient, personne ne peut le dire. Le temps est indéchiffrable. Les visages sont illisibles, impassibles, impavides, masqués. Ou alors, comme ici, toutes les saisons du chagrin y passent. C'est avec cela qu'on doit effectivement faire ensemble ce qui s'annonce. C'est évidemment, j'aime à croire, j'aime à penser, à espérer que c'est sur le visage d'une femme venue de si loin qu'on peut encore le voir. On peut encore le voir. Antonello de Messine, Annunziata, à Palerme. Le jour où on pourra y retourner, on ira. Je vous remercie. Bonne soirée et à bientôt.